Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Malikoura Tassira. Nous évoquons ce soir les défis et les perspectives du monde universitaire au Mali. Quelles sont les actions et initiatives engagées pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, des chercheurs ou encore des étudiants? On en parle avec professeur Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation pour vous interroger en plateau avec moi. Madiba Keïta du quotidien national L'Essor. Bonsoir Madiba. Bonsoir Ibrahim. Monsieur le ministre, ma première question aujourd'hui, dans quel état avez-vous trouvé votre département et quels sont les grands défis auxquels vous êtes confrontés depuis que vous êtes arrivé? Je vous remercie beaucoup, Monsieur Traoré, de cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler d'un secteur qui se trouve au centre des préoccupations de l'ensemble de la nation, car le dit secteur conditionne carrément le développement du pays. Je voudrais parler donc du secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Et vous me demandez dans quel état j'ai trouvé ce département. Je peux dire que quand je prenais fonction, c'est un département qui tentait tant bien que mal de résoudre les problèmes qui se posent à nos départements. Et ce sont des problèmes cruciaux extrêmement importants qui demandent beaucoup d'investissements financiers, mais humains aussi de la part de l'ensemble des acteurs. Je pense que beaucoup de choses avaient été déjà faites. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons donc commencé justement à travailler pour faire en sorte que les chantiers qui avaient été engagés puissent continuer, mais aussi ouvrir de nouveaux chantiers. Il se trouve que ce département est confronté à de nombreux défis, des défis importants, pour ne pas dire herculéens, parmi lesquels je peux citer la gestion du flux des effectifs que nous recevons dans les établissements supérieurs. Juste un exemple pour vous en donner une idée. Si les autres années nous recevions entre 25 000 et 30 000 étudiants dans nos différents établissements, les bacheliers de 2021 était de l'ordre de 66 000. Et donc, ce qui pose un gros problème, justement, d'accueil de ce qu'on appelle les néo-bacheliers, qui vont être répartis entre les différents établissements d'enseignement supérieur. Ça, c'est un premier défi. Donc, la gestion du flux croissant des effectifs. Le second défi auquel nous sommes confrontés, et qui a un rapport d'ailleurs avec le premier, c'est l'insuffisance des infrastructures. Et quand je parle d'infrastructures, c'est à la fois les infrastructures pédagogiques, là où se font les enseignements, mais c'est aussi les infrastructures sociales. Il faut entendre par là les résidences dans lesquelles vivent les étudiants. Il y a aussi les laboratoires, il y a aussi les bureaux pour les administrations. L'autre défi, c'est aussi l'insuffisance du personnel de l'encadrement. Nous avons un problème avec le nombre d'enseignants. Les effectifs qui nous ont été communiqués, je sais pas, au niveau de la direction de l'enseignement supérieur, font état d'un peu plus de 165 000 étudiants. Alors que le nombre d'enseignants que nous avons, donc au niveau de nos régies, c'est 2725. Et pour davantage faire comprendre la gravité de la situation, il faut savoir que selon les normes admises par l'UNESCO, le ratio étudiants-enseignants en tant que standard internationalement admis suppose qu'il y ait 30 étudiants pour un enseignant. Au Mali, en 2017-2018, nous avions 279 étudiants pour un enseignant. Monsieur le ministre, dès que vous êtes arrivé, quelles sont les premières actions que vous avez eues à prendre pour faire face à cette situation?
il y avait déjà un travail qui était en cours au niveau d'un projet qui s'appelait le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. Et nous avons donc mené un travail qui a consisté à faire l'état des lieux. Donc ça nous permettait de comprendre quels étaient les véritables problèmes qui étaient posés pour prendre des décisions, non pas au pif, mais basées sur des données factuelles. Et justement, il y a donc, comme je l'ai dit, la question du recrutement. L'année dernière, nous avions travaillé sur cette question. Malheureusement, aucun concours n'avait pu être lancé, mais cette année, ce concours a été lancé. Donc nous allons pouvoir recruter des enseignants cette année. Ensuite, il y a la question des infrastructures qui, comme je l'ai dit, se pose avec une grande acuité. Nous avons travaillé avec les institutions d'enseignement supérieur pour pouvoir justement construire. Mais ça aussi, on a fait en sorte que dans le cadre du BSI, que nous puissions donc faire passer certains investissements, ce qui a été le cas pour certaines institutions. Mais il faut aussi signaler que pour améliorer le cadre de travail de l'administration, nous avons achevé, justement dans le cadre du PADES, la construction d'un nouveau siège pour la DGRS et l'AMAC-SUP. Parce que vous savez que l'AMAC-SUP aujourd'hui est une des dernières institutions, un des derniers services justement de notre nez au niveau de l'enseignement supérieur qui s'occupe de la qualité de la formation qui est donnée non seulement dans les institutions d'enseignement supérieur publics, mais aussi dans les établissements privés. Arrêtons-nous d'abord sur les infrastructures, l'accueil de ces milliers d'étudiants chaque année. Sur ce point, Madiba Keïta, vous avez une question? Monsieur le ministre, face aux problèmes d'infrastructure que vous avez évoqués, quelles sont les mesures et actions que vous avez prises pour résoudre ces problèmes? Nous travaillons à cela et naturellement, nous avons achevé des constructions qui étaient en cours, notamment les amphithéâtres au niveau de l'UIG. Ensuite, on a construit aussi des bureaux et des salles de classe au niveau de la faculté des sciences administratives et politiques. Ensuite, toujours dans le cadre du PADES, nous avons procédé à l'achèvement et à l'équipement d'un laboratoire de dernière génération qu'on appelle laboratoire P4 au niveau de l'université de Ségou. Nous avons aussi nous avons même commencé la construction du nouveau siège de l'UNSUP. Et ensuite, tout récemment, M. le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de la bibliothèque universitaire centrale. L'une des solutions, est-ce que ce n'est pas aussi la décentralisation des universités? La première expérience a été réalisée à Ségou. Donc Ségou, c'est notre première expérience d'université régionale. Ça a démarré avec beaucoup de difficultés, mais l'université de Ségou fonctionne aujourd'hui tant bien que mal et accueille beaucoup d'étudiants. Mais le gouvernement a décidé d'aller plus loin et de créer des universités dans toutes les régions du Mali. Mais il faut dire que ces universités seront créées non pas pour une simple question de gestion des flux, parce que là, ça serait une erreur. Nous concevons l'université comme des pôles de développement fondés sur les potentialités économiques des différentes régions. C'est pourquoi il a été décidé de faire en sorte qu'on n'ait pas les mêmes facultés. Oui, les facultés peuvent se dédoubler, mais fondamentalement, il est prévu de faire en sorte que pour chaque région, l'université soit adaptée aux potentialités économiques. Ça, c'est à long terme pour l'ensemble des régions. Mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé déjà de s'attaquer, c'est une façon de parler, donc de résoudre la question dans 3 régions, notamment la région de Sikasso, la région de Gao et la région de Tombouctou. Les textes relatifs à la création et au fonctionnement de ces 3 universités ont été adoptés en Conseil des ministres. Ils ont été transmis au CNT et nous attendons, dès que les textes seront adoptés au CNT, nous allons nous atteler
à l'opérationnalisation de ces nouvelles universités. Mais nous n'avons pas attendu déjà les débats au niveau du CNT, parce que pour mieux nous préparer d'ailleurs au débat, au CNT, pour aller mieux défendre, comme on pourrait dire, notre dossier devant le CNT, nous avons commencé les missions à l'intérieur. La première mission a été menée dans la région de Sikasso, et je peux vous dire que ça a été une mission très utile, parce que ça nous a permis déjà de voir l'engagement de la population, de tous les acteurs, leur engagement à voir cette université devenir une réalité, mais aussi nous avons compris que l'université, la construction devrait tenir compte de beaucoup d'aspects liés justement au développement socio-économique des localités ou de la localité dans laquelle elle va être implantée. Autre préoccupation en milieu universitaire, c'est l'insécurité, la violence, surtout entre étudiants. Il y a juste quelques jours, on a assisté à des tirs entre étudiants à l'ex-ENA. Monsieur le ministre, que faites-vous dans ce sens concrètement pour rassurer les parents d'étudiants, pour rassurer les populations? Je voudrais commencer par par dire quelque chose. Vous savez, lorsque j'ai pris fonction comme ministre de la Recherche scientifique, j'ai eu comme un baptême de feu. Vous savez, quelques jours après ma nomination, il y a eu des affrontements sur la colline de Badalabougou entre des groupes d'étudiants qui se sont soldés par de nombreux blessés. Je me suis rendu à l'hôpital avec la ministre de la Santé, donc pour une visite aux étudiants blessés. Nous les avons tous vus, sauf un seul qui était dans le bloc opératoire, que nous n'avons pas pu voir. Et le lendemain à 6 heures, on m'a appelé pour me dire qu'il avait succombé à ses blessures. Ça a été pour moi comme un électrochoc. Je me suis dit qu'il fallait s'occuper énergiquement de ces problèmes. Et alors, nous avons décidé, au niveau du gouvernement, de mettre en application les recommandations du Forum de 2018 sur l'insécurité et la violence dans l'espace scolaire et universitaire. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit qu'il y a des acteurs dans l'espace universitaire bien déterminés et chacun devrait jouer son rôle. Nous avons compris aussi que la raison fondamentale de cette lutte implacable, meurtrière entre les étudiants, c'est pour contrôler une manne financière qui était là, qui était octroyée donc aux responsables des étudiants. Nous avons dit qu'il fallait mettre fin à ça. Et nous avons instruit de manière énergique que cette manne financière puisse être définitivement asséchée à travers un certain nombre de mécanismes fondés sur des protocoles qu'il y avait entre les CNU et les étudiants, l'AEM. Nous avons arrêté ça. Nous avons décidé que désormais, les étudiants devraient se consacrer à leur vocation, qui est de prendre les cours, de se former. La deuxième chose que nous avons faite, c'est d'opérationnaliser ce qu'on appelle le groupe de sécurité universitaire. Vous savez que les textes de création des universités prévoient des groupes de sécurité universitaires dirigés par des sous-officiers qui sont nommés et qui ont rendu service au niveau des rectorats des universités. Nous avons demandé les concours du ministère de la Sécurité et nous avons pu nommer et nous avons pu opérationnaliser ces groupes de sécurité. Et aujourd'hui, à Kabala, vous avez un responsable du groupe de sécurité universitaire sur la colline de Badalabougou, parce qu'il y a 3 universités qui se partagent la colline de Badalabougou, l'USJPB, l'USSTB et l'USSGB. Nous avons 3 responsables donc, de groupes de sécurité universitaire qui aujourd'hui accomplissent un travail formidable. Chaque fois qu'il y a des affrontements, chaque fois qu'il y a des incidents sur la colline, ils sont les premiers à arriver sur les lieux et ils contribuent aujourd'hui à faire en sorte que les responsables de ces incidents, de ces violences soient appréhendés.
nous sommes en train aussi d'opérationnaliser ce qu'on appelle les postes de sécurité. Il y en a un à Kabala qui est opérationnel, il y en a un à Katibouga, à Koulikoro, il y en a 3 qui vont être bientôt opérationnalisés sur la colline de Badalabou. Vous savez, nous ne nous réjouissons pas du fait qu'un étudiant soit appréhendé et qu'il soit jeté en prison. Ce n'est pas un plaisir pour un enseignant, à partir pour un ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique. Mais il faut que nous soyons intraitables sur la question de la violence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des armes qui circulent dans notre espace universitaire. Il y a des personnes qui viennent, soit qui ne sont même pas des étudiants, et qui, justement, causent cette violence. C'est pourquoi nous avons décidé d'être intraitables avec la question de la violence. Mais je dois dire que nous nous réjouissons aussi de la position de l'actuel bureau de l'AEM, qui a prôné le bannissement de la violence comme mode d'action au niveau des étudiants. Nous parlons d'étudiants et parlons également des enseignants sur cet aspect, une question de Madiba Keïta. Oui, monsieur le ministre, le problème d'enseignants, vous l'avez effleuré dans la première question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour résoudre ces problèmes? C'est vrai que depuis 2017, il n'y avait pas eu de recrutement direct. Mais je dois dire qu'entre-temps, le gouvernement avait accédé à une requête du syndicat des enseignants, le SNESUP, pour procéder à l'intégration de 502 contractuels. Donc ceci a été fait sur les dernières années. Je pense que les derniers sont en train d'être intégrés cette année. Et ensuite, le gouvernement a décidé cette année de recruter 117 enseignants-chercheurs. Parlant de ces syndicats, où est-ce que vous en êtes avec le SNESUP particulièrement? Est-ce que tout se passe bien avec les syndicats au niveau de l'enseignement supérieur aujourd'hui? Vous savez, le Front social, il a ceci de particulier, que par moments, il se calme, par moments, il bouillonne. Et nous arrivons toujours à échanger avec les syndicats. Nous avons actuellement 3 syndicats au niveau de l'enseignement supérieur. Et nous essayons de faire en sorte que le dialogue se maintienne pour résoudre justement les questions posées dans les revendications. Nous sommes en train de travailler sur la relecture d'un certain nombre de textes, notamment en ce qui concerne le statut des enseignants. Pas de problème dans la gestion des heures supplémentaires? Ah oui, il y a des gros soucis. Vous savez, justement, l'une des raisons, ou les raisons principales, justement, qui président à l'accroissement, justement, du montant des heures supplémentaires, ce sont encore, justement, l'insuffisance des infrastructures et l'insuffisance du personnel d'encadrement. Justement, tout est lié. On est vraiment dans un système lié, quoi. Donc, c'est vraiment un ensemble systémique qui est là et qu'il faut résoudre dans son ensemble. Parce que ça fait que les cours sont démultipliés. Ouais, parce que les enseignants, en fonction des grades, ont des quotas horaires à effectuer. Au-delà, c'est payé en heures supplémentaires. Et j'ai pu vous dire que lorsque nous sommes arrivés aux affaires, il y avait un reliquat de près de 5 milliards de francs CFA à payer au compte des heures supplémentaires de 2017 à nos jours. Et le gouvernement s'est engagé à apurer complètement ces reliquats. Et ce travail est en cours. Est-ce que la qualité de la formation dans nos structures peut-elle permettre à nos diplômés de s'insérer dans le tissu économique? Nous sommes en train de travailler sur cette question. Nous comprenons, et je pense que la question de la qualité de la formation, aussi de l'adéquation de la formation entre la formation et les besoins de marché, se pose dans tous les pays du monde. Ce n'est pas une spécificité du Mali. Mais c'est vrai que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui jouent sur la qualité de notre enseignement, mais c'est aussi dû au fait qu'il nous faut revoir les filières de formation, mais il nous faut aussi travailler à introduire des modules qui puissent faire que nos étudiants aient une plus grande capacité d'employabilité. Est-ce qu'il y a des actions qui sont initiées dans ce sens? Ah oui, naturellement. Il y avait déjà des réflexions, il y a des expériences au niveau déjà de certains établissements
Ensuite, il y avait eu des contacts avec le patronat. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur cette question. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, les mois derniers, nous avons organisé un atelier sur la licence et l'accès aux emplois, que ce soit les emplois publics, que ce soit les emplois dans le secteur privé. Parce que nous avons constaté que les détenteurs de la licence emploi aujourd'hui ont beaucoup de peine justement à s'inscrire dans le marché de l'emploi. Il y a eu beaucoup de recommandations, parmi lesquelles justement il y a la révision des filières de formation. Mais je dois dire aussi que la semaine dernière, au niveau de la FST, où se trouve le bureau national de l'AUF, nous avons inauguré ce qu'on appelle le centre d'employabilité des étudiants. J'ai eu beaucoup de plaisir justement à procéder à cette inauguration avec deux de mes collègues, celui de l'économie numérique et celui de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse, dans ces projets, beaucoup plus s'appuyer sur les ressources de l'économie numérique. Et nous sommes aussi en train de réfléchir au niveau du département pour élaborer ce que nous appelons un référentiel des métiers prioritaires pour notre économie nationale. Ce qui va nous permettre de réviser de manière plus globale et plus large nos programmes de formation. Monsieur le ministre, revenons-en aux étudiants, particulièrement la gestion de leurs bourses. Qu'en est-il concrètement au Mali? Lorsque nous parlons de bourses, il faut distinguer deux choses. Il y a les allocations financières que l'État attribue aux étudiants qui sont inscrits dans les établissements publics au Mali. Et donc c'est sous la forme de bourses dont l'attribution est conditionnée à un certain nombre de critères. Souvent, il y a des remous au sein de l'espace universitaire, il y a des revendications justement concernant le paiement de ces bourses. Mais il faut dire que les difficultés peuvent se trouver à plusieurs niveaux. Pour ceux qui concernent les néo-bacheliers, lorsqu'ils s'inscrivent, il faut que les CNU puissent disposer des listes pour pouvoir traiter les dossiers de bourse et procéder donc au mandatement jusqu'au trésor. Pour ce qui concerne les étudiants régulièrement inscrits, il faut que les CNU puissent disposer des résultats académiques. C'est en ce moment qu'ils traitent les dossiers de bourse et font le mandatement. Mais souvent, il y a des difficultés qui font que les bourses, disons, les dossiers sont traités avec un retard. Mais ensuite, il y a autre chose encore qu'il faut dire. Quand bien même les dossiers de bourse sont traités et envoyés au Trésor, il faut attendre aussi que les paiements puissent se faire à ce niveau. Et ça ne dépend plus du département ou du CNU. Et les bourses à l'extérieur, justement, nous sont données par des pays amis dans le cadre de programmes de coopération. Et je dois informer la population que ces bourses, lorsqu'elles nous sont notifiées, elles sont traitées par la DGRS qui fait la présélection et envoie les listes dans les pays donateurs. Et ce sont ces pays qui procèdent à la sélection définitive des candidats boursiers. Donc, qui bénéficient d'un complément de bourse en plus des allocations qui sont octroyées par les pays d'accueil. Maintenant, pour ce qui concerne les boursiers, les étudiants, les bourses qui sont payées par le gouvernement pour nos étudiants inscrits dans nos établissements publics, nous avons mis ensemble les CNU, les responsables des établissements et aussi la direction de l'enseignement supérieur pour travailler sur le dysfonctionnement, faire en sorte que les dossiers puissent être traités aux différents niveaux. Parce que, vous savez, nous sommes dans un système institutionnel donc, qui travaille en chaîne. Maintenant, si à un moment, au niveau d'un service, ça bloque ou ça traîne, ceci a des conséquences sur l'ensemble de la chaîne. Donc, nous leur avons dit de travailler sur le dysfonctionnement. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi. Mais je pense qu'il faut que l'on comprenne que souvent, c'est lié aussi à la tension des trésoreries au niveau des services financiers. Monsieur le ministre, on sait que la recherche, c'est le parent pauvre de votre département. L'État investit très peu dans la recherche au Mali. Quel est l'état des lieux de la recherche au Mali? Les résultats sont-ils à hauteur de souhait, monsieur le ministre? Vous savez, aujourd'hui, il faut dire que la recherche au Mali est organisée selon un système que l'on a appelé le système national de la recherche,
qui inclut à la fois les centres de recherche disséminés et qui relèvent de plusieurs départements ministériels, et aussi les centres de recherche qui se trouvent au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Au total, nous avons à peu près 80 centres de recherche. Mais je dois avouer que les recherches, avec beaucoup de résultats, se passent beaucoup plus dans les institutions qui se trouvent en dehors des institutions d'enseignement supérieur. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est vraiment le financement de la recherche. Ceci constitue un gros problème. C'est ce qui fait que nos chercheurs dépendent beaucoup plus du financement extérieur. Et j'avoue que ça n'est pas facile. Pour moi, ça n'est pas une bonne chose, parce qu'un chercheur qui veut s'épanouir est très souvent obligé de s'inscrire dans l'agenda de ses partenaires étrangers. Or, il se trouve que ces programmes de recherche, lorsque ils sont élaborés, nous ne savons pas très bien quels sont les présupposés qui est à leur base. Nous ne savons pas très bien aussi souvent quels sont les objectifs finaux de ces programmes de recherche. C'est pourquoi nous prenons beaucoup plus aujourd'hui ce que nous appelons une recherche souveraine. Mais pour cela, il faut que l'État finance la recherche. Mais il y a un bon début, parce que l'État aujourd'hui l'État a mis en place ce qu'on appelle les fonds compétitifs pour la recherche et l'innovation technologique, en abrégé FCRIT, qui bénéficient de 0,20% des recettes fiscales comme fonds de départ, tous les ans. Et à travers le FCRIT, il y a donc des appels à candidature pour le programme de recherche, et de plus en plus, il y a des résultats. Monsieur le ministre, parlons à présent de la prolifération des établissements privés dans le monde universitaire. Cela vous inquiète ou pas? Oui et non. Oui et non, parce que je pense que le phénomène des établissements privés est général, hein. Ça existe dans tous les pays du monde. Mais sauf que chez nous, justement, il n'y a pas eu un bon encadrement du phénomène dès le départ. Mes services sont répertoriés 129 établissements privés supérieurs, parmi lesquels 105 se trouvent à Bamako, donc à peu près 82%. Vous voyez. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà depuis 1994 une loi donc, qui encadre la création et le fonctionnement des écoles privées, du fondamental au supérieur. Malheureusement, les arrêtés, les textes d'application de cette loi n'avaient pas été adoptés, notamment le cahier des charges et la carte scolaire. Nous avons travaillé sur cette question et nous avons, déjà à notre niveau, nous avons adopté l'arrêté, nous avons signé l'arrêté portant cahier des charges des établissements privés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des normes qui sont fixées par rapport à la création, à l'ouverture, au fonctionnement, à la qualité, au contenu de formation, etc. Et il est prévu aussi, et ça c'est dans les circuits d'adoption, de prendre l'arrêté portant carte scolaire pour faire en sorte que géographiquement, nous puissions déterminer les aires dans lesquelles peuvent être implantés les établissements privés. Donc tout ce travail est en train d'être fait. Et je voudrais aussi, avec votre permission, justement ajouter que la difficulté, c'est qu'avant cet encadrement, justement cette prolifération a été due au fait que la procédure de création et de fonctionnement n'était pas respectée par beaucoup d'établissements, parce qu'il faut d'abord une autorisation de création, ensuite une autorisation d'ouverture, et ensuite l'habilitation des programmes. Donc, ce qui n'a pas été toujours fait. Mais aujourd'hui, avec l'adoption du cahier des charges, nous pouvons commencer déjà à mettre de l'ordre, à faire des inspections et aller sur le terrain et pouvoir même procéder à la fermeture de tous les établissements qui ne répondent pas aux normes. Monsieur le ministre, l'équipe gouvernementale à laquelle vous faites partie est dans la bonne dynamique de refondation de l'État. Quel est le rôle, sinon la contribution de votre département par rapport à ces grands projets qu'est le Mali Kura? Je pense que les enseignants ont compris leur rôle en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, en tant que monde libre dans sa tête. Ouais, parce que sans attendre de recevoir une commande politique de l'État,
Je pense que les anciens ont compris, en tant que citoyens, qu'ils avaient un rôle à jouer. Et ils le font dans toutes les commissions qui ont été créées au sein du département ministériel, justement pour travailler sur la question de la refondation de l'État. Mais ensuite, ils se sont sentis interpellés lorsqu'il y a eu des sanctions contre le Mali. Et les enseignants ont tenu 2 jours de rencontres scientifiques sur ces sanctions et ont élaboré un mémorandum qui a été remis au Premier ministre et qu'il a donc transmis au président de la transition. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous devons travailler encore à affermir cette... Et si nous parlons de refondation, il faut que nous pensions à faire en sorte que les enseignants, chercheurs, mettent en place, comme je l'ai dit, des programmes de recherche qui tiennent compte des priorités nationales du pays en rapport avec les contextes internationaux, mais aussi en rapport avec cet objectif de refondation de l'État. En termes de perspective, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous avez comme projet concret pour l'enseignement supérieur et pour la recherche au Mali, très concrètement? Dans l'immédiat, justement, au-delà des travaux que nous sommes en train d'achever, et comme je l'ai dit, j'ai parlé de l'opérationnalisation des nouvelles universités lorsque les textes vont être adoptés par le CNT. Mais dans l'immédiat, il y a autre chose encore, un projet encore sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est la création d'une université virtuelle. Juste pour vous permettre de comprendre, vous savez qu'au Sénégal, l'université du Sénégal est la deuxième plus grande après l'UCAD en termes d'effectifs d'étudiants. Donc ça va nous permettre vraiment de résoudre la question des infrastructures. Ça va nous permettre aussi de donner une dimension importante dans l'enseignement à distance pour les nouvelles universités qui vont se créer. Je peux annoncer aussi que beaucoup d'enseignants maliens qui sont dans beaucoup de pays européens ou même en Amérique ont exprimé leur volonté d'enseigner dans ces nouvelles universités. Donc c'est qu'il y a vraiment de très bonnes perspectives. Et c'est pour cette raison que pour 2023, dans le cadre du BSI, en ce qui concerne nos investissements, nous avons donné la priorité uniquement aux infrastructures. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bonne continuation à vous. Merci Madiba Keïta. Je vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Fin donc de cet entretien. Demain, même heure, même plateau. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision et de radio en notre compagnie. Bonsoir.